rapport de laboratoire, un deuxième exemple qui est un peu plus chimique. Alors, c'est un document principalement plus pour se préparer à un examen de laboratoire, donc il est plus court, cet exemple-là. Par contre, on pourrait ajouter davantage d'informations. Nous avons toujours à formuler un but dans un examen de laboratoire. Donc, c'est le mandat qui va nous permettre de le composer. Alors, on commence toujours par un verbe à l'infinitif. Souvent, ce sont les mots déterminés, on veut calculer, on veut identifier. Souvent, comme on a pu le voir en physique, c'est de voir la relation entre deux variables. En chimie, par contre, c'est plus de calculer une valeur qui peut être comme ici, une quantité de chaleur qui est absorbé ou libéré lors de la dissolution de l'hydroxyde de sodium. Bon, j'aurais pu prendre n'importe quel autre but. J'aurais pu déterminer la capacité thermique massique, par exemple, du cuivre. Donc, c'est juste un exemple ici. Alors, on n'oublie pas, le mandat va nous inspirer et bien souvent, nous commençons par le verbe à l'infinitif déterminer. Lorsqu'on a une valeur à calculer, donc c'est ça que nous allons faire dans ce laboratoire-là, dans cet exemple-là. Alors, au niveau de l'hypothèse, normalement, on commence l'hypothèse par je crois, je pense, et nous expliquons le pourquoi qu'on pense à ça. Donc ici, il n'y a pas d'hypothèse parce que ça ne s'y prête pas. C'est une valeur qu'on doit calculer, donc on ne peut pas penser à une valeur en particulier. Donc ici, il n'y aurait pas de point donné, par exemple, au niveau de ce laboratoire-là. Ensuite, la théorie. On n'oublie pas que la théorie, c'est un support pour le protocole. C'est le cadre théorique. Alors, dans ce cadre théorique-là, nous retrouvons des définitions, nous retrouvons des formules, nous retrouvons les variables, l'identification des variables, les unités. Donc, c'est sûr que dans un contexte de rapport de laboratoire normal, on pourra aller fouiller dans des manuels, on pourra aller fouiller, aller vers des sources et donner davantage de définitions. Mais par contre, il faut toujours rester près de notre but, rester près de notre laboratoire que nous avons à faire. On ne va pas donner ici, on a une quantité d'énergie à calculer, on ne va pas aller donner la définition, par exemple, je ne sais pas moi, de la pression atmosphérique. Donc, il faut rester quand même près de notre but, de notre laboratoire. Il ne faut pas s'en éloigner. Alors ici, on pourrait définir la dissolution si on était dans un contexte, par exemple, de rapport de laboratoire normal. Par contre, on pourrait l'omettre dans un examen. Alors, l'action, c'est l'action de mélanger un ou plusieurs solutés avec un solvant afin d'obtenir une solution. C'est ça la dissolution. Pourquoi on a décidé de donner la définition de dissolution? Ben, tout simplement parce qu'on cherche la chaleur de dissolution de l'hydroxyde de sodium lorsqu'il est dissous dans l'eau. On pourrait donner une autre définition. Celle-là, par contre, elle est appropriée parce qu'on veut calculer la quantité d'énergie qui va être libérée ou absorbée. Et on sait associer la quantité d'énergie absorbée à une réaction endothermique. Alors, c'est tout approprié au niveau de l'énergie de donner la définition d'une réaction endothermique. Alors, c'est une réaction au cours de laquelle les réactifs absorbent de l'énergie pour se transformer en produits. Bien entendu, on n'a pas encore normalement commencé l'expérimentation. Donc, on ne sait pas si nous avons une réaction endothermique ou exothermique. Tout ce travail-là se fait avant de faire l'expérimentation. Alors, la réaction exothermique, on peut donner la définition. C'est une réaction au cours de laquelle les réactifs, cette fois-ci, libèrent de l'énergie pour se transformer en produits. Ensuite, alors, il n'y a pas juste les définitions, des connaissances aussi. Nous savons que lorsque le soluté, donc dans notre cas ici, c'est le NaOH, absorbe de l'énergie au cours de la dissolution. En plus, notre soluté, c'est notre réactif. Donc, dans le cas d'une réaction endothermique, alors on sait, lorsque le réactif, lorsqu'il absorbe de l'énergie, c'est une réaction endothermique, on sait que la température initiale de l'eau va être supérieure à la température finale. Alors ça, c'est une information, c'est une connaissance importante. En fait, la théorie,
Ce sont des définitions, ce sont des connaissances, toujours en lien avec le laboratoire, et finalement, les formules avec les variables et les unités. On peut donner une autre information, une autre connaissance. Lorsque le réactif libère de l'énergie au cours de la dissolution, alors nous avons que la température initiale de l'eau va être inférieure à la température, ça n'a pas été changé ici, oui, va être inférieure, pardon, à la température finale. Donc, la température va augmenter. Donc, si la température, si vous avez un réactif qui libère de l'énergie, alors la température va augmenter. Donc, c'est normal de trouver une valeur pour la température initiale qui va être inférieure à la température finale. On pourrait dire aussi que l'hydroxyde de sodium, hein, on nous l'a donné, c'est une base. Et encore là, dans un contexte de rapport de laboratoire, on pourrait aller donner peut-être une information supplémentaire par rapport à l'hydroxyde de sodium. Mais pour un contexte d'examen, il ne faut quand même pas en écrire 3 pages de théorie. Facilement, on peut en écrire beaucoup plus des lignes concernant ce laboratoire-là dans un contexte de laboratoire, dans un cours, par exemple, où on a plusieurs jours avant de remettre le rapport de laboratoire. Alors maintenant, on arrive toujours, je suis toujours dans la théorie, on arrive aux formules, variables et unités, 2 petits points. Alors, formule permettant de calculer la quantité d'énergie. Quantité d'énergie, j'appelle déjà la variable. Ça, c'est un choix que j'ai fait. C'est déjà en joules. Bon, vous n'avez pas à identifier que le joule, c'est J. On le prend par défaut. Donc, la quantité d'énergie, elle est égale à mc delta t. C'est important, par contre, de nommer toutes les variables que vous allez retrouver dans la formule. Je n'ai pas répété la quantité parce que je l'avais écrit dans mon titre ici. Alors, la masse, c'est pas n'importe quelle masse, c'est la masse de l'eau. On aurait pu indicer le mot eau à notre M, donc qui est en grammes. Même chose pour la capacité thermique massique de l'eau. J'aurais pu écrire C de l'eau, donc capacité thermique massique de l'eau, qui est de 4,184 joules grammes par degré Celsius. Je vais juste l'ajouter. Donc, c'était massique, je l'avais oublié. Donc, la capacité thermique massique de l'eau. Ensuite, nous avons une autre variable hein, dans la formule qui est le delta T, donc l'écart de température qui est en degrés Celsius. On continue. Toujours dans la théorie, on écrit la formule pour trouver le delta T. Donc, on appelle, hein, il y a toute une logique là-dedans. J'ai une formule, mais cette formule-là a une valeur ici que je dois calculer. Donc, c'est logique de la placer après cette formule-là permettant de calculer le delta T. Souvent, dans l'analyse, vous êtes tout mêlé, donc essayez de trouver, de donner avec l'ordre suivant là, les définitions, comme on a vu tantôt. Donc, je reviens à mes définitions. Ensuite, donc, on a donné les définitions et les connaissances, 2 petits points. C'est ce qu'on a fait dans la théorie. Donc, essayez de donner ça en ordre. Il y en a qui donnent tout de suite des formules. On ne sait pas trop d'où ça vient. Donc, il faut que quand même monsieur, madame, tout le monde soit capable de suivre ce rapport de laboratoire-là et même de le comprendre à un certain niveau. Donc, là, on arrive aux formules, variables et unités. Voyez-vous, je l'ai séparé comme en deux. Donc, définition et connaissance. Ensuite, formule, variable et unité. Donc, je disais que si vous avez, donc il y a une logique quand même à respecter. Si vous avez le delta T à calculer, n'allez pas mettre le delta T avant la formule Q est égale à mc delta T. Donc, le delta T, on le retrouve ici. Alors, je n'avais pas parlé encore des températures initiales et finales parce que dans Q est égal à mc delta T, j'avais le delta T seulement. Alors, TI, c'est la température initiale de l'eau en degrés Celsius. TF, c'est la température finale de l'eau en degrés Celsius. Bien entendu, ici, on ne parle pas de, dans le but de chaleur molaire. Alors, si on avait parlé, par exemple, dans le mandat de calculer une chaleur molaire en plus, donc on sait que pour calculer une chaleur molaire, il faut quand même passer par cette formule-là. Donc, pour calculer la chaleur molaire, on l'aurait ajouté à la suite de la formule du delta T. Donc, on aurait identifié la formule et ses variables
Bien entendu, dans les connaissances aussi, définition et connaissances, on aurait donné la définition de chaleur molaire. Donc, la chaleur molaire de dissolution, c'est la quantité d'énergie libérée ou absorbée lors de la dissolution d'une mole de soluté. Alors, et ici, je garde quand même en tête toujours mon but, c'est juste de calculer une quantité d'énergie qui est soit libérée ou absorbée. Puis comme je l'ai dit tantôt, on n'est pas censé avoir manipulé avant d'avoir fait la théorie. Ensuite, nous avons le schéma de montage. Le schéma de montage pour ce labo, en fait, dans le protocole, on ne fera pas nécessairement appel au montage. En physique, on en fait plus appel, mais parfois, on va en faire appel aussi en chimie. Mais ici, ce qui va être important, c'est juste d'illustrer en fait ce que nous allons faire. Et lorsque vous avez un schéma de montage, très important d'identifier chacune des parties. En passant, perdez pas de temps à faire du 3D, là, comme ici, je suis allé chercher mon verre, mais en fait mon calorimètre. Je vais faire mon calorimètre avec, mais vous pouvez simplement avec votre règle, hein, faire en prenant des lignes droites. Donc, on peut faire, par exemple, le calorimètre de cette manière-là, avec son couvercle qui est troué de cette manière-là, avec par la suite le thermomètre que nous plaçons dedans. Donc, c'est pas nécessaire de faire du 3D là-dedans, là. Ensuite, vous avez, donc, je disais qu'il fallait identifier chacune des parties. Alors, je vais ajouter le calorimètre, je vais lui ajouter son petit couvercle. Alors, je n'avais pas de petit contenant de styromousse sur Google avec le petit couvercle. En fait, vous allez le faire avec une règle, ça va être plus beau. Alors, j'ai le thermomètre. Ici, pas nécessaire de dire que c'est le calorimètre avec le couvercle, parce que un calorimètre, ça vient avec un couvercle, donc le calorimètre. On pouvait décider aussi de dire un contenant en styromousse avec son couvercle, par contre, parce que le contenant en styromousse ne vient pas avec le couvercle. Alors, le calorimètre. Ensuite, on peut montrer dans le fond, on peut montrer notre soluté. Nous savons déjà que nous allons utiliser du NaOH, donc on peut le préciser, plus précisément le 4 grammes, ou c'est ce que vous allez décider. Donc, la quantité en grammes, ça peut être 5 grammes, ça peut être 3 grammes, ça peut être 6 grammes, peu importe. Vous avez par la suite de l'eau dans votre calorimètre. Vous allez décider du volume. Donc, supposons que j'utilise un 100 ml d'eau. Alors, je vais le représenter, l'identifier. Donc, tout est identifié. Alors, c'est le schéma de montage. Ça se fait assez rapidement. On ne perd pas beaucoup de temps dans un examen. Ça donne à peu près un 4 points environ, 4 à 5 points. Le protocole maintenant. Alors, le protocole, bien entendu, donner la quantité. Souvent, c'est oublié dans les laboratoires, dans les examens de laboratoire. Alors, nous avons combien de calorimètres, de thermomètres. Donc, écrivez la quantité, bien entendu. Nous avons une balance électronique. Nous allons avoir à mesurer des masses. Donc, un calorimètre, un thermomètre, on manipule le soluté avec une spatule. On va peser avec une petite nacelle de pesée. En fait, notre nacelle de pesée, c'est un petit contenant de papier. Si vous vous en rappelez pas, vous pouvez tout simplement écrire un petit contenant de papier, un petit moule à muffin en papier. Vous avez un sling gradué, identifié aussi lequel vous prenez. Vous avez aussi les quantités de soluté, donc identifier la quantité que vous allez utiliser. Même chose pour l'eau. Si c'est dans un contexte d'examen de laboratoire, vous n'avez pas ces quantités-là. Donc, si vous voulez connaître une quantité d'énergie qui est libérée ou absorbée par le NaOH lors de sa dissolution, c'est à vous de déterminer la quantité de soluté et la quantité d'eau. Alors, vous vous inspirez, ce que j'ai fait ici, je me suis inspiré des laboratoires que vous avez déjà faits. Les manipulations, c'est très important d'écrire les numéros. Donc, avec les numéros. Bien entendu, les étapes qui sont logiques.
Alors, la numéro 1, ce n'est pas de commencer à placer le 4 grammes de NaOH dans le calorimètre. On n'est pas rendu là, là. Donc, il faut être logique. Souvent, lorsque vous effectuez vos manipulations, revérifiez, ben, vous suivez vos manipulations, donc vérifiez si tout est logique. S'il y a une manipulation qui n'est pas logique, eh bien, vous avez juste, dans un contexte d'examen, commencez pas à tout effacer. Vous pouvez inscrire une petite étoile entre deux étapes et nous ramener plus bas dans le protocole, dans la manipulation, à cette étape-là manquante. Donc, le protocole contient le matériel et les manipulations. Les manipulations sont numérotées. Alors, vous avez à peser le 4 grammes de NaOH, identifiez avec quoi vous le faites, à l'aide de la balance électronique. Vous mesurez 100 ml d'eau, avec quoi? Avec le sling gradué. Vous pesez la masse. Ça aussi, c'est intéressant d'appeler ces variables, les variables qu'on retrouve dans les formules. C'est très intéressant de faire ça. Donc, peser la masse M du 100 ml d'eau en utilisant le calorimètre pour la peser et noter dans le tableau. Donc, on n'utilise pas on met pas le cylindre gradué sur la balance électronique. On risque d'avoir le message d'erreur, étant donné que les balances électroniques ont une limite. Quatrième étape, mesurer la température de l'eau contenue dans le calorimètre à l'aide du thermomètre et noter dans le tableau. Ensuite, cinquième étape, introduire 4 grammes de NaOH dans le calorimètre. On peut omettre de dire hydroxyde de sodium. Et ici, je reviens à ma quatrième étape juste avant. J'ai appelé aussi ce que je retrouve dans ma formule comme variable. Je les rappelle dans mon protocole. Alors, introduire 4 grammes de NaOH dans le calorimètre. Même chose, j'aurais pu ici appeler, je ne l'ai pas mentionné, mais j'aurais pu... ben ici, de toute façon, le 4 grammes ne va pas dans la formule. Donc, je n'ai pas, mais si j'avais eu à l'utiliser, par exemple, pour le delta H, par exemple, pour calculer la chaleur molaire, j'aurais pu l'appeler M de NaOH. Donc, j'aurais pu appeler avec une variable mon 4 grammes de NaOH. Ensuite, bien important, dissoudre le NaOH. On dissout avec le thermomètre, étant donné qu'on l'utilise pour noter la température. Donc, c'est acceptable. Ensuite, mesurer la température finale, voyez-vous, comme elle est dans les formules, je l'appelle, à l'aide du thermomètre et noter dans le tableau. Et la dernière étape, calculer la quantité d'énergie. J'appelle encore ma variable à l'aide de la formule, bien entendu, toujours mentionner avec quelle formule. J'aurais pu aussi, dans la théorie, parce qu'on a dit tantôt que la théorie, c'est un support pour le protocole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, ce n'est pas notre cas ici, mais si on avait eu à faire le test de la flamme pour identifier le dihydrogène, par exemple dans une réaction avec l'acide chlorhydrique et le magnésium, eh bien, dans la théorie, j'aurais pu expliquer de quelle manière on fait le test de la flamme. Donc, on aurait pu expliquer qu'on allume une éclisse de bois, que nous l'approchons du gaz, et s'il y a une explosion, c'est du dihydrogène. Et à ce moment-là, dans le protocole, j'aurais pu juste mentionner, faire le test de la flamme. Donc, ici, j'aurais pu aussi donner un numéro à cette formule-là. Donc, calculer la quantité d'énergie à l'aide de la formule numéro 2. J'aurais pu dire ça, ou numéro 1. Mais ici, j'ai décidé de l'appeler. Donc, il faut le dire avec quoi on va calculer la quantité d'énergie. Bien entendu, on note dans le tableau, j'aurais pu écrire une 9e étape et inscrire, noter tous les résultats dans un tableau au lieu de répéter, répéter, répéter tout le temps, noter, noter. Par la suite, nous arrivons aux résultats. On n'oublie pas que les résultats, on peut les retrouver aussi on peut avoir un tableau et on peut avoir un graphique. Ce n'est pas le cas pour la chimie, pas pour ce laboratoire-là, mais en physique, on a vu, par exemple, si on a des distances avec des temps, on peut reporter ça dans des graphiques aussi. Donc, faire un tableau, faire un graphique. Si nous avons plusieurs tableaux, c'est bien de les identifier par des numéros, mais ici, on en a juste un, donc je l'ai quand même mis. Ensuite, le titre. Le titre, c'est souvent ce dont vous avez le plus de difficultés à formuler. Le titre, il faut rester proche du but, donc on reste près du but. Même on s'en sert de notre but.
Alors, le but, c'était de déterminer, allez le relire, là, c'était de déterminer la quantité de chaleur absorbée ou libérée lors de la dissolution de l'hydroxyde de sodium. Bien entendu, vous l'avez fait, vous avez pris des mesures sur une feuille brouillon lorsque vous avez fait votre laboratoire. Donc, vous êtes rendu à les écrire au propre dans un tableau. Alors, si vous savez déjà que l'énergie a été libérée, alors vous pouvez le dire. Et donc, le but, pas le but, mais le titre du tableau, oui, on s'inspire du but, mais c'est plus précis. Donc, c'est pas juste d'écrire quantité d'énergie libérée ou absorbée par l'hydroxyde de sodium. On sait que l'énergie va être libérée une fois que nous avons fait la manipulation. On a effectué nos manipulations, puis on note nos résultats après. Donc, on le sait. Alors, le tableau, comme le but, c'était de déterminer la quantité de chaleur absorbée ou libérée lors de la dissolution de l'hydroxyde de sodium, alors ça va être des mesures permettant de calculer, donc je reste très très près de mon but, mais je vais le préciser, donc la quantité d'énergie libérée, donc là je laisse tomber le mot absorbé, par l'hydroxyde de sodium, je l'appelle aussi, lors de sa dissolution. Alors ça c'est mon titre de mon tableau, allons voir le tableau. Alors le tableau de résultats, on écrit pour chacune des colonnes ce que ça veut dire. On écrit aussi nos constantes. Donc, la constante que nous utilisons ici, c'est la capacité thermique classique de l'eau. Donc, les constantes, on peut les écrire en dessous du tableau. On écrit aussi les erreurs absolues. Pourquoi? Ça nous aide à écrire correctement les chiffres pour nos calculs. Nous allons respecter les chiffres significatifs lors des calculs. Alors, la masse de l'eau, même chose. Vous avez le plus ou moins son erreur absolue. La masse du NaOH, en passant, je le répète, ces masses-là, lorsque vous avez à dissoudre des solutés dans de l'eau, c'est à vous de choisir le volume que vous voulez utiliser et la masse que vous voulez utiliser. Et lorsque nous sommes en situation de laboratoire, n'oublions pas qu'on n'approxime pas le volume de l'eau à 100 grammes. Donc, nous avons la balance à notre disposition. Nous mesurons la masse de l'eau. Ensuite, vous avez la température initiale de l'eau, même chose, l'erreur absolue nous permet d'écrire correctement la valeur. Donc, on va regarder la précision, si c'est bien écrit. Donc, on n'écrira pas, par exemple, 20 degrés si vous avez plus ou moins 0,5. La température finale, même chose, l'écart de température, il a été calculé en faisant 30 moins 20, donc 30,00 moins 20,00. Donc, vous allez voir par le calcul tantôt. Nous avons deux décimales, donc nous allons arrondir, pas arrondir, mais nous allons garder notre réponse avec deux décimales. Donc, ça, c'est les lois pour l'addition et la soustraction. Si vous vous en rappelez plus, allez voir dans les outils sur le site Internet, les mesures, le premier cours, la première partie que je vous ai donnée. Ensuite, la quantité d'énergie libérée par le NaOH. J'aurais pu ajouter une colonne ici qui était l'énergie qui était absorbé par l'eau, qui était de la même valeur, 4141 joules. Par contre, je l'ai laissé tomber parce qu'on sait que ce qui est libéré donc par l'eau, ben, pas par l'eau, mais ce qui va être libéré par la dissolution, donc ce qui va être libéré, on avait associé le moins à libérer, donc ce qui va être libéré lors de la dissolution du NaOH va être égal à ce qui va être absorbé par l'eau. Mais j'ai pas trouvé. Donc, on est dans un contexte d'examen, supposons, c'est pas une colonne nécessaire. On peut tout de suite dire le mot libéré. C'est pas un delta H dans mon titre. Donc, j'ai pas mis le moins parce que le mot libéré y est ici. Donc, c'est tout à fait acceptable. Par contre, si j'avais eu à calculer la quantité, la chaleur molaire de réaction, j'aurais ajouté une colonne de plus et j'aurais ajouté le moins avec la chaleur molaire. Donc, c'est très important. La quantité d'énergie libérée, si je n'avais pas écrit le mot libéré, j'aurais écrit le moins devant le 4141 joules. Vous allez comprendre pourquoi j'ai arrondi à 4 chiffres significatifs. Vous allez le comprendre avec les calculs. On va tenir compte de ça dans les examens. En fait, ce n'est pas dans tous les examens de laboratoire, mais dans cet examen-là de chimie, nous allons en tenir compte.
Donc, dans cet examen-là, qui est près de l'énergie, c'est pas lui, là, mais vous avez un examen qui porte sur l'énergie. Alors, je vais effectuer les calculs dans un contexte de laboratoire ou même d'examen de laboratoire. C'est important de poser le problème. Alors, nous avions la masse de l'eau dans le tableau, on la ramène. Ensuite, nous avions la capacité thermique massique qui était une constante qui a été donnée dans la théorie et qui a été écrite en dessous du tableau. C'est important. Ensuite, vous aviez la température initiale de l'eau qui était de 20,00 degrés Celsius. La température finale qui était de 30. Ensuite, nous avons à calculer la quantité d'énergie et le delta T. Donc, nous procédons au calcul du delta T. Nous écrivons la formule. Nous substituons par la suite. Donc, ça, pour avoir tous les points dans le cadre d'un examen ou même d'un laboratoire en classe, il faut montrer un exemple de calcul. Alors, la température finale étant de 30,00 moins 20,00. Ce sont des degrés Celsius. J'aurais pu les écrire à côté. Après, je peux les écrire entre parenthèses ici. En dehors de la parenthèse, pardon. Ici, c'est une soustraction. Je ne considère pas le nombre de chiffres significatifs. Je considère les décimales, donc les chiffres après la virgule. J'en ai 4. Donc, nous allons en garder 4. Pas 4, j'en ai 2, pardon. Donc, nous allons en garder 2. Donc, on ne regarde pas les chiffres significatifs. Les chiffres significatifs, j'en ai 4 ici. On regarde pour la soustraction et l'addition le nombre de décimales. Ensuite, nous sommes prêts à calculer la quantité d'énergie qui va avoir été libérée. Alors, j'ai besoin de la masse de l'eau, la capacité thermique massique de l'eau. On aurait pu écrire MC aussi, mais comme on a écrit M de l'eau et C de l'eau ici, on écrit la même chose. Et le delta T, nous substituons, nous écrivons les unités, bien important, le 4,184. Ça, ici, j'ai 4 chiffres significatifs. Ici, j'ai un nombre illimité de chiffres significatifs. Pour les constantes, c'est la convention qu'on s'est donnée. Et pour mon delta T, j'ai 4 chiffres significatifs. La réponse va donc être arrondie à 4 chiffres significatifs. C'est pour cette raison que l'on retrouvait cette quantité-là. Ça, c'est la quantité, on peut l'écrire, c'est la quantité d'énergie. Donc, la quantité d'énergie qui est libérée par l'eau, pas libérée par l'eau, mais par le NaOH lorsqu'il se dissout. Donc, c'est la quantité, c'est sûr que ça, c'est la quantité qui a été absorbée par l'eau, mais ça correspond à la quantité d'énergie qui a été libérée par le NaOH. Mais ça suffit de voir le calcul. Je vais très bien comprendre, étant donné que vous reportez dans votre tableau cette quantité d'énergie-là sous le titre « Quantité d'énergie libérée par le NaOH ». Donc, par la suite, l'analyse. L'analyse, c'est la même chose que la théorie. Vous avez de la difficulté à formuler l'analyse. Donc, si on fait un retour, la théorie, on tient compte des définitions, des connaissances, ensuite des formules, des variables, des unités. L'analyse. Juste avant aussi, dans la théorie, on ne formule pas de texte suivi. C'est dans l'analyse, c'est impersonnel. Par contre, dans la théorie, c'est impersonnel, mais dans l'analyse, ça devient personnel. Vous pouvez formuler des phrases, vous pouvez faire un texte, mais pas dans la théorie, pas dans le cadre théorique. Alors ici, l'analyse, c'est le temps de faire du jugement, de porter un jugement. On va retrouver dans l'analyse, hein, je disais aussi que c'était faire du mémérage lorsqu'on expliquait, ça fait 2 ans qu'on explique comment faire un rapport de laboratoire. Donc, on mémère, on porte des jugements, c'est le temps. Donc, on va retrouver beaucoup des mots dans l'analyse, des donc, des car. Donc, car, c'est ce qu'on va retrouver. Et n'allez surtout pas réécrire tous les résultats d'un tableau.
Donc, on a un tableau pour aller voir ces résultats-là. Donc, on peut ramener quelques résultats, mais pas toute la quantité des résultats que vous allez dans le tableau. En fait, il y en a qui écrivent des analyses, ils vont écrire 3 pages et ça vaut pas beaucoup. Et il y en a qui vont écrire une demi-page et ça dit tout. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous restons près, comme dans la théorie, je vous ai dit de rester près du but, c'est la même chose pour l'analyse. Et pour commencer, pour introduire l'analyse, c'est toujours plus simple lorsqu'on ramène le but. Donc, on peut le formuler autrement que nous l'avons formulé, mais on ramène le but. Donc, le but de ce laboratoire était de déterminer la quantité de chaleur absorbée ou libérée lors de la dissolution de l'hydroxyde de sodium. Il y a toute une logique dans l'analyse. Donc, tu poses ton but, qu'est-ce que tu as fait? Ben, tu as dissous l'hydroxyde de sodium dans l'eau. Donc, lors de la dissolution, la température, qu'est-ce qu'elle a fait? La température a augmenté de 10 degrés Celsius. C'est pas pourquoi que je parle de la température. C'est la première chose que nous avons observée. Mais ça me donne du jus pour pouvoir dire, en fait, que c'est une réaction qui est exothermique. Alors, j'aurais pu le formuler autrement. J'aurais pu dire, lors de la dissolution, la température a augmenté de 10 degrés Celsius. Cela témoigne du fait que c'est une réaction exothermique. Ou j'aurais pu dire, car c'est une réaction exothermique. Le NaOH a libéré de l'énergie lorsqu'il s'est dissous dans l'eau. Alors, par la suite, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la formule Q est égale à mc delta T, on a calculé la quantité d'énergie. Donc, parlez-en. Donc, la quantité d'énergie qui a été libérée, donc on le dit ici, elle est de 4141 joules. Alors, je n'ai pas ramené là, tous les résultats du tableau. Je n'ai pas ramené la capacité thermique massique de l'eau, etc. Là. Juste les valeurs essentielles. Ensuite, lorsque vous avez une valeur, ici, ce n'est pas une valeur nécessairement théorique qui existe. On ne vous a pas donné un tableau, là. C'est pas une valeur théorique qui existe. En fait, il faut se ramener pour une mole. Ça, lorsqu'on se ramène pour une mole, il existe une valeur théorique qui existe pour la dissolution du NaOH parce que le delta H, c'est une propriété caractéristique. Alors ici, je peux pas comparer, je peux pas parler des pourcentages d'erreur, mais j'aurais pu faire ça si j'avais connu une valeur théorique, mais ça ne s'y prête pas. Alors, par contre, c'est quand même une valeur qui a été calculée, hein, avec une formule, mais les variables dans la formule ont été mesurées avec des appareils de mesure. Alors, au moins donner 2 causes d'erreur, c'est le minimum. Alors, les causes d'erreur, on peut dire pour cette expérience-là, sont, 2 petits points, toujours la précision du thermomètre, mais donner son erreur absolue, ainsi que l'étanchéité du calorimètre. Pourquoi? Ben parce que celui-ci avait un petit trou hein, pour l'ouverture dans le couvercle, pour l'ouverture du thermomètre. Donc, c'est une source de perte d'énergie. Alors, l'analyse, c'est tout pour cette expérience. Donc, on avait juste à identifier là, la quantité d'énergie libérée ou absorbée. Donc, on n'en dit pas plus. Si c'était un delta H que nous avions à calculer en plus, on dirait tout ça, mais en plus, on ajouterait la valeur de la chaleur molaire calculée a été de, puis là, on ajouterait le signe, moins, parce que c'est une énergie libérée. Et là, si on avait un contexte de laboratoire hors d'un examen, là, qui est en dehors d'un examen, alors on pourrait aller chercher le delta H théorique et le comparer au delta H expérimental que nous avons obtenu et calculer le pourcentage d'erreur. Donc, on aurait pu faire ça. Ensuite, lorsqu'on a terminé l'analyse, en fait, il reste la conclusion. On n'oublie pas que la conclusion commence toujours par d'après mon hypothèse. Ça, c'est très important. Mais ici, nous n'avions pas d'hypothèse. Donc, on va donner simplement la réponse. Donc, n'oubliez pas, là, ajoutez-le, mais ici, il n'y en a pas. Donc, d'après mon hypothèse, nous avions dit que blablabla. Et par la suite, le but était de déterminer la quantité de chaleur. Puis là, vous donnez la réponse. Alors ici, comme je n'avais pas d'hypothèse, le but était de déterminer. J'amène le but. Ça aide toujours à introduire, puis ça nous inspire. Il n'est pas ramené
comme dans le but au début du rapport, mais vous pouvez le ramener tel quel. Donc, le but était de déterminer la quantité de chaleur en jeu lors de la dissolution de l'hydroxyde de sodium dans l'eau. Alors, lors de sa dissolution dans l'eau, l'hydroxyde de sodium a libéré 4141 joules d'énergie. C'est sûr que dans un rapport de laboratoire, dans un cours, on pourrait faire une ouverture à la toute fin, mais dans un examen, on ne fait pas de zèle, on termine de cette manière. Alors, vous avez, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur Facebook Patiosciences. Le document de ce cours-là, il est sur le site de patiosciences.com. Alors, bonne préparation au laboratoire ou aux examens.